Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à jQuery, donc pour les débutants. Donc c'est un tutoriel qui est destiné aux gens qui savent à peine ce que c'est jQuery ou qui savent carrément pas ce que c'est et qui veulent se mettre à JavaScript en utilisant donc ce framework ou cette librairie. Donc comment on va fonctionner? Donc je commence à vous expliquer d'abord ce que c'est que jQuery forcément. Donc jQuery c'est ce qu'on appelle une librairie, c'est-à-dire c'est un système qui contient plein de fonctions qui va vous aider à faire du JavaScript plus simplement et beaucoup plus rapidement. Donc pour utiliser jQuery c'est assez simple, il faut d'abord importer dans vos fichiers HTML un fichier donc JavaScript qui contienne toute la librairie. Donc pour télécharger ce fichier c'est assez simple, vous allez sur le site de jQuery, vous choisissez la version de production, donc c'est la version compressée qui va vous permettre de l'utiliser. Vous cliquez sur Download et vous téléchargez le fichier. Donc le fichier vous l'enregistrez quelque part, donc là bon je l'ai mis je sais pas où. Et vous allez ensuite le déposer dans votre site web. Donc là mon site s'appelle bon, bref. Vous le déposez dans votre site, vous pouvez le mettre dans un dossier particulier, donc vous le renommez ou pas, hein, suivant les cas. Moi je le renomme parce que c'est plus simple après de l'appeler au niveau de l'HTML. Donc là j'ai mes fichiers HTML ici, donc c'est un fichier assez classique, donc je vais vous l'ouvrir. Je vais supprimer ça, hop. Voilà, donc c'est un fichier avec un titre, bon, n'importe quoi. Et ici je vais aller importer jQuery, donc vous allez voir c'est assez simple. C'est au niveau du haut, vous mettez script type égale texte slash javascript. Voilà, et ici vous précisez donc le lien vers votre fichier jQuery.js. Donc ici moi vu qu'il se trouve dans le même dossier, je tape directement jQuery.js. Ici s'il était dans un dossier particulier, ben, je mettrai, bon, je vais le faire, voilà, je mets js slash jQuery.js et au niveau de mon site je vais aller le placer dans un dossier JS. Hop. Voilà. Là dans ce dossier ben, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler demo.js, voilà, et c'est dans celui-là qu'on va apprendre à utiliser la librairie jQuery et donc comment la faire fonctionner. Hop, je vais essayer de l'importer correctement cette fois-ci. JS demo.js, voilà. Donc un fichier JavaScript c'est assez simple, vous écrivez directement votre code, vous l'importez au niveau de votre page web et il sera automatiquement exécuté. Donc pour tester ça c'est assez simple, vous avez juste dans votre fichier, donc ici, pour tester ça ben, vous importez votre fichier JS, donc comme je l'ai fait pour jQuery, et ici vous mettez par exemple alerte, donc ça c'est quelque chose qui permet de déclencher une alerte, et comme ça vous verrez si votre fichier est bien importé. Donc là je vois que j'ai mon alerte, donc ça fonctionne bien. Et on peut commencer à essayer d'apprendre à utiliser jQuery. Donc la première chose à savoir et à utiliser sur jQuery, c'est ce qu'on appelle les sélecteurs. Donc la doc est relativement bien faite, donc vous allez sur le site de jQuery, vous cliquez sur Documentation. Ici vous avez la liste des objets qui va vous permettre d'utiliser jQuery. Donc c'est des objets qui sont relativement clairs et assez bien expliqués, donc on comprend assez vite comment ça fonctionne. Donc le premier objet que j'ai choisi de vous montrer c'est les sélecteurs. Donc en bref, lorsqu'on utilise du JavaScript brut, si on veut sélectionner un élément, c'est juste super compliqué. Vous avez à dire, bah, je choisis le body, ensuite je choisis cet élément, je choisis cet élément et je vais jusqu'à cet élément. Donc vous vous en sortez pas, vous vous retrouvez avec des lignes de 2 mètres pour faire quelque chose de simple. Par exemple, sélectionner cet élément là. Donc comment faire un script JavaScript utilisant jQuery? La première chose à faire c'est de vérifier et attendre que jQuery soit chargé. Donc là, il y a plein de méthodes qui s'opposent. Moi, les miennes est assez simple. Vous faites $, entre parenthèses, vous écrivez function. Hop. Donc là, vous recopiez juste, hein, ouvrir, fermer, voilà. Et là, à l'intérieur, vous pouvez déclencher toutes les fonctions et utiliser toutes les fonctions de jQuery. Voilà. Donc c'est un peu le seul point négatif qu'il y a. C'est que vous écrivez du code dans une fonction. Bref, ici, le sélecteur fonctionne vraiment de manière très très simple. Et on peut l'assimiler un peu à du CSS. Donc, par exemple, pour sélectionner un élément, vous mettez la fonction jQuery, entre parenthèses, et vous mettez l'élément que vous voulez sélectionner. Donc là, par exemple, typiquement, je veux sélectionner cet élément. Hop, je vais en créer un autre. Cache-moi, je vais l'appeler. Je lui donne une idée, et voilà. Cet élément, je veux le cacher. Donc,
pour le cacher, il faut d'abord arriver à le sélectionner. Donc comment je dirais en CSS de sélectionner cet élément? Ben, c'est assez simple. Je mettrai ici un dièse et cache-moi. Mais donc là, il n'y a rien de plus à prendre, c'est pareil au niveau donc, de jQuery, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire de plus. Donc ici mon élément est sélectionné et dessus je peux y greffer plein de fonctions. Donc là c'est pas vraiment le but de cet épisode là. Donc je vais vous mettre la fonction hein, et on le verra de toute façon plus tard. Donc cette fonction cache l'élément. Alors je vais mettre une animation histoire qu'on voit si ça fonctionne bien. Donc ici j'actualise et je vois que mon élément est bien caché. Donc j'arrive à sélectionner mon élément. Donc là c'est plus trop pratique, mais maintenant comment je fais pour sélectionner un élément qui n'a pas forcément d'idée et qui est placé un peu n'importe comment? Donc là par exemple je veux cacher, imaginons le titre, le H1. Bah là c'est assez simple, vous faites encore une fois comme le CSS. C'est-à-dire que vous prenez le conteneur, ici, comme ceci, et vous sélectionnez le H1. Donc là, si vous avez déjà de bonnes bases en CSS, ça pose pas de problème. Voilà. Donc maintenant, un peu plus compliqué, on veut supprimer le deuxième paragraphe. Donc là, vous êtes perdu, en CSS, vous ne savez pas le faire, parce que ça n'existe pas forcément sur toutes les versions de CSS. Donc là, vous allez sur la documentation. Donc là, au début, on vous montre les premiers trucs. Donc là, c'est les éléments comme en CSS, c'est-à-dire on peut faire des sélections, faire des doubles sélections, utiliser des virgules pour séparer. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des filtres. Donc c'est des filtres qui vous permettent d'affiner un peu votre sélection. Donc là par exemple, je veux sélectionner mon dernier paragraphe, ben, j'ai juste à faire $last. Donc ici, je prends le conteneur encore une fois, le paragraphe, mais pas n'importe quel paragraphe, le dernier. Hop, et je vois bien que mon deuxième paragraphe disparaît. Ici, au niveau, donc, je vais encore en créer plein. Alors, hop. Alors il faut savoir que on peut sélectionner plusieurs éléments à la volée. Donc je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Voilà, ici j'ai créé plein de paragraphes. Donc si j'actualise, je vais voir tous mes paragraphes. Si ici je mets juste P, c'est-à-dire pas last, ben, automatiquement lui qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va sélectionner comme le ferait le CSS tous les paragraphes. Et du coup toutes les actions qui suivent vont s'appliquer à tous les éléments que j'ai sélectionnés. Donc ça c'est pour le petit côté détail. Ensuite, au niveau des sélecteurs, donc là bon, il suffit de lire pour comprendre ce que ça fait. Donc je vous ai montré le last, le first fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il sélectionne le premier. Ensuite, vous pouvez utiliser par exemple un contre-sélecteur. Imaginons ici je vais mettre la classe ne me cache pas. Voilà. Et ici j'ai le paragraphe qui ne doit pas être caché. Ouais, c'est original. Si je veux sélectionner tous les paragraphes de la page et les cacher sauf celui-là, ben, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à faire note et là remettre un sélecteur. Donc c'est ne me cache pas. Donc c'est ce que vous lisez exactement sur la documentation. Et ici, si vous actualisez, voilà, ça cache tous les paragraphes, c'est celui qui a cet élément. Donc au passage, sur la documentation, si vous avez des doutes sur la fonctionnalité et la fonction de certains éléments, ben, n'hésitez pas à cliquer. Vous avez en général un exemple qui est encore mieux fait que celui que je vous montre et qui vous explique qu'est-ce que ça sélectionne. Voilà. Donc ici sur les sélecteurs, bon, c'est assez simple. Ici, bon, on va continuer. .ec, ça vous permet de récupérer l'index. Par exemple, si je voudrais cacher le troisième paragraphe, je mettrais .ec 3. Je vais le faire tout de suite. Hein. Hop. Ici. .ec 3. Entre parenthèses, voilà. Si j'actualise, c'est le paragraphe 3 qui va être caché. C'est-à-dire que là, contrairement à ce qu'on pense, alors si vous réactualisez, on va compter 0, 1, 2, 3. Donc ça commence bien par 0. Hein. Attention, ça fonctionne comme les tableaux dans tous les autres langages. Donc si vous voulez cacher le premier élément, c'est pas 1, mais c'est 0. Hop. Donc ça considère par rapport à l'index HTML. Ensuite, vous avez greater than et lighter than. Donc ça permet de cacher tous les éléments qui sont au-dessus de l'index, celui-là en dessous de l'index, tous les éléments qui sont de type H1, H2, H3 et ainsi de suite. Animated, ça permet de sélectionner tous les objets qui sont en train d'être animés. Donc là, bon, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin.
Ensuite, 2.empty, ça sélectionne évidemment tous les éléments qui sont vides. Le as, c'est un peu ce qu'on avait vu avec le note, c'est l'inverse en fait, ça permet de sélectionner, de faire une double sélection. Bon, après, faut en avoir l'utilité, ça arrive relativement rarement. 2.parent, ça permet de vérifier tous les éléments qui ont du texte à l'intérieur ou d'autres éléments. Donc, bon, là, vous aurez peut-être pas trop à l'utiliser souvent. 2.hidden et 2.visible vont vous être par contre utiles assez souvent. 2.hidden permet de récupérer les éléments qui sont cachés et 2.visible les éléments qui sont visibles. Donc c'est pratique par exemple lorsque vous cachez des choses pour après voir si ils sont visibles. Et après vous avez tout ce système là. Et donc ce système là. Donc là le système d'attributs est assez pratique. Par exemple ici si vous voulez cacher hop, alors je vais faire, je vais mettre des liens ici. A href égale lien interne. Donc ici je vais mettre juste lien. Lien interne. A href égale http lien externe. Donc là par exemple vous voulez en JavaScript arriver à sélectionner tous les liens externes et faire quelque chose dessus. Et vous voulez juste les liens externes, pas les liens internes. Donc là ce que vous pouvez utiliser cet attribut. Donc déjà je vais sélectionner tous les A du conteneur. Et ici entre crochets, préciser une condition sur l'attribut. Ici l'attribut que je veux sélectionner c'est href. Et la condition, donc si vous voyez il y en a plusieurs. Donc il y a le égal qui vous permet de vérifier que c'est strictement égal, le différent. Et là, c'est là où c'est important, c'est l'accent circonflexe qui vous permet de vérifier que ça commence par la chaîne que vous allez préciser. Donc ici, vous mettez comme ça. Et par exemple ici, je récupère tous les liens qui commencent par HTTP. Donc si j'actualise, je vois que mon lien est en train de se cacher. Donc là bon il s'est caché, je ne l'ai pas vu. Mais ça fonctionne bien. Donc si vous voulez après faire d'autres conditions, vous pouvez y aller. Hein, vous pouvez hop, comme ça cumuler les attributs et en faire plein. Hop, donc ensuite vous avez l'inverse de ce que je vous ai montré, c'est le dollar qui vous permet de vérifier qu'un élément finit par une certaine valeur. L'astérisque justement qui vérifie que ça contient la valeur. Par exemple, pas forcément au début, pas forcément à la fin, mais que à l'intérieur de l'attribut, j'ai ma valeur. Ça peut servir. Par exemple, vous voulez vérifier que les liens externes qui pointent vers votre site, vous mettrez par exemple, si moi c'est Graphicart, je mettrai ça. Graphicart.fr. Et automatiquement, ça détectera tous les liens qui ont au moins le mot graphicart.fr à l'intérieur. Voilà, et ensuite donc vous avez d'autres sélecteurs que je vous laisse découvrir. Celui qui peut être pas mal et qui peut vous être utile, c'est celui-là. Ça vous permet de récupérer tous les, par exemple, les enfants pairs. Je vais le faire par exemple, je vais prendre tous les P. P de point end. Alors, hop, je ne me souviens jamais de l'écriture. ntf-child et entre parenthèses un index. Ok. ntf. Donc là, vous pouvez utiliser avec ce système, ça va être un système qui va vous permettre de sélectionner l'enfant. Donc par exemple ici, vous prenez le conteneur, vous prenez le quatrième enfant et vous le cachez. Voilà, donc ici il y a le premier, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est pas forcément plus utile que celui qu'on a vu tout à l'heure, mais vous pouvez, et c'est ça l'avantage, mettre des expressions. Donc par exemple 2n qui permettra de cacher tous les nombres pairs. Donc là, bon, cacher les éléments pairs, ça sert à rien concrètement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, vous pouvez faire en sorte que dans un tableau, tous les éléments pairs ont une couleur de fond différente. Et du coup, ça fait un petit système de barres qui est plutôt sympa. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau donc des sélecteurs. On va maintenant voir les attributs. Donc là, je vais vous les expliquer tout simplement. Je vais pas les faire parce qu'ils sont assez simples à comprendre. Donc si vous mettrez entre parenthèses le nom de l'attribut, ça vous retourne la valeur. Donc là par exemple, je vais prendre le premier lien. Alors hop, voilà. Donc je vais alerte à chaque fois et ça va me permettre d'afficher les valeurs. Donc là je vais vous montrer 2-3 exemples de comment ça fonctionne. Donc je prends dans le conteneur tous les liens. Enfin je vais prendre juste le premier lien. Hop, A2.first. Voilà. Et
ici, je veux juste son attribut, je veux juste récupérer le href. Voilà. Donc là, si je fais ça, ben ça va retourner la valeur du href, de l'attribut href du premier lien. Hop, si j'actualise pas la bonne page, ça marche pas. Ici, c'est bien lien, donc mon href. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est redéfinir une valeur à la volée. Donc par exemple, si vous mettez virgule http://google.fr google.fr, bah, automatiquement, là, ça va prendre le premier lien, ça changera son attribut href pour cette valeur-là. Vous actualisez, donc là, ça fait rien, normal. Si j'inspecte ce premier lien, hop, je vois bien qu'il a remplacé par Google. Donc là, vous pouvez résumer un peu tout ça comme ça. Vous pouvez aussi supprimer un attribut, donc bon, ça peut servir dans certains cas. Donc l'utilisez pas par exemple pour supprimer des classes, utilisez plutôt ces valeurs-là. Donc là, add class permet d'ajouter une classe, as class permet de savoir si un élément a déjà cette classe ou pas. Donc ça retourne true ou false, donc un booléen. Remove class permet d'en enlever une. Toggle class, bon je les ai jamais utilisés, donc vous lisez la documentation et vous voyez. HTML permet de retenir le contenu HTML. Donc par exemple ici, si je fais encore une fois alerte, hop, conteneur, j'ai oublié les petits guillemets, .html, là qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me retourner le contenu HTML de l'élément conteneur. Donc hop, si j'actualise, voilà, j'ai tout l'élément HTML. Par contre, si vous faites texte, cette fois-ci, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous retenir le contenu texte, c'est-à-dire pas les éléments qui sont des divs. Voilà. Bon, ça peut servir, encore une fois. Si vous mettez des valeurs entre parenthèses, ça va remplacer. Par exemple, ici, si je mets HTML et je vais mettre de l'HTML, je vais mettre P. Ah, j'ai tout remplacé. Bon, voilà, je vais laisser le alerte, même si ça va me dire que c'est un objet. Bon, bref, on s'en fiche. Ici, voilà, ça a tout remplacé, donc c'est bien ce que je voulais faire. Et ensuite, vous avez ces derniers attributs, donc là, ça sert que pour les formulaires, par exemple un input de type texte, vous pouvez changer sa valeur à la volée. Voilà, donc là, on a fini avec le système d'attributs de jQuery. Donc ensuite, le traversing. Donc traversing, ça vous permet en fait d'effectuer au fur et à mesure, donc ça je vous l'ai pas montré, vous pouvez utiliser avec jQuery une longue ligne, c'est-à-dire enchaîner les opérations que vous voulez faire. Donc là par exemple, imaginons je remplace tout le conteneur par j'ai tout remplacé, et ensuite je le cache. Hop, j'actualise la bonne page. Voilà, donc là vous voyez que ça fonctionne bien. Donc par contre ici ce que ça va faire, à chaque fois le sujet sur lequel va être effectuée la dernière opération, c'est le premier élément. Donc ici c'est pas sur ce que je viens de rajouter. Donc attention à bien prendre en compte lorsque vous faites vos opérations. Là en fait ça, le système de traversing, donc je n'ai pas trouvé de traduction en français, ça vous permet d'effectuer en fait des sélections un peu plus précises que ce qu'on pouvait faire avec les sélecteurs. Donc là par exemple, imaginons, je vais réafficher tous les éléments, je vais enlever ma partie qui sert à rien là. Voilà. Imaginons je veux prendre le paragraphe qui se situe juste après, je veux prendre l'élément qui se situe juste après le titre. Mais là ce que je vais faire, donc évidemment je pourrais le faire avec le sélecteur, mauvais exemple, mais ici je prends le conteneur, le H1, et ensuite je fais .next, et je sélectionne le paragraphe suivant, .hide, et je hide, donc je le cache, et je vais mettre encore une fois du temps pour qu'on voit quel paragraphe est caché. Et si j'actualise, vous voyez qu'automatiquement ça prend le paragraphe qui se trouve après. Donc vous avez la même chose comme vous le devinez avec Prev. Donc là il y a vraiment pas mal de filtres qui sont possibles. Donc là je vous laisse les découvrir parce que ils correspondent vraiment à des situations particulières. Juste un petit détail, c'est next, ça prend vraiment l'élément après. Donc si jamais vous choisissez de cacher le lien qui se situe après H1, après le conteneur, après le H1, ça va rien cacher du tout. Pourquoi? Parce qu'il va chercher juste après. Donc ensuite, celui qui va vous être utile aussi pas mal, ça sera le find, donc qui est vraiment pas utile. Imaginons je veux cacher le premier dans le conteneur, mais là, je pourrais aussi le faire en sélecteur, mais ici je peux faire point. Donc je suis dans cet élément, et dans cet élément tu me cherches l'élément, le premier lien. Voilà.
Donc, bon, ça peut être utile, hein, encore une fois. Vous avez Next All qui peut vous être utile. Parent qui sélectionne l'élément parent. Parent qui sélectionne tous les éléments parents. Donc par exemple, si je sélectionne ce lien là, Parent va me donner juste le paragraphe, alors que Parents va me donner le paragraphe, le conteneur et donc tous les éléments qui le contient. Voilà. Donc alors là je vous laisse vraiment le découvrir. Il n'y a pas trop de choses particulières à vous montrer à ce niveau là. Ensuite on va passer à Manipulation, donc là c'est vraiment un truc qui va vous être super utile, donc il y en a déjà qu'on a déjà vu, donc notamment cela. Donc c'est comment on peut manipuler le contenu donc des éléments. Donc là pour plus de simplicité je vais juste mettre un paragraphe. Voilà, mon contenu. Donc il y a deux éléments qui vont vous être vachement utiles. Donc là je sélectionne le premier paragraphe, voilà. C'est append et prepend. Donc si vous mettez append, je rajoute la valeur. Voilà. Mais ici, hop, j'actualise encore une fois le mauvais truc. Hop, ben ici automatiquement, ben, ça va ajouter la valeur après. Append, ça ajoute. Prepend, ça ajoute avant. Voilà, c'est vraiment la seule notion qu'il y a entre les deux. Voilà. Ensuite, vous avez deux éléments donc, qui paraissent anodins, append to et prepend to. On peut se dire, on pourrait utiliser autant prepend, pourquoi on aurait besoin de ces deux. Mais par exemple, imaginons, ici, vous voulez construire un contenu HTML, donc vous mettez une variable, je vais l'appeler content. Voilà, par exemple, ça serait une variable qui serait générée, hop, p, salut, comment ça va. Voilà. Mais après, cet élément, vous faites par exemple content. Vous faites des animations, des choses comme ça, vous lui précisez une largeur, une hauteur, vous changez des éléments en CSS. Mais après cet élément, vous voulez l'ajouter à une div, ben, vous êtes bloqué. Alors que là, ben, vous avez juste à faire append to et vous choisissez l'élément en utilisant le secteur jQuery. Donc ici, je vais l'ajouter au conteneur. Voilà. Donc dans ce cadre-là, ça peut être utile. Donc vous créez un élément en jQuery et ensuite vous l'ajoutez à une div. Donc là forcément voilà, donc là bah, ça fonctionne, hein, donc ça peut être utile à ce niveau là. Donc ensuite vous avez deux éléments after et before, donc eux qu'est-ce qu'ils font? Ils insèrent avant, c'est à dire que là quand je fais append ça ajoute dans l'élément P. Si je faisais after ou before, bah, after ça ajouterait là et before ça ajouterait là. Ensuite, vous avez insert after et insert before qui font la même chose que append to et prepend to au niveau fonctionnement. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un élément, le stocker et ensuite l'insérer. Vous avez wrap. Donc wrap, ça fait... alors, je vais vous montrer ça. Ici, par exemple... je vais prendre des spans, voilà. Hop, span. Mais ici, par exemple, je peux dire que juste avant les spans, tu vas mettre des balises strong. Voilà. Bon, ça n'a pas un intérêt fulgurant là, on pourrait automatiquement rajouter des classes, mais voilà, ça permettrait de faire ça. Donc encore une fois, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder au niveau de la documentation en cliquant. Vous avez ensuite Replace with et vous mettez le contenu, donc là ça permet en fait de nettoyer la div. Donc ça, vous pouvez le faire d'une autre façon, plus longue évidemment, c'est de faire empty, qui vide l'élément HTML, et ensuite de faire append et de rajouter le contenu. Donc voilà, le replace permet de faire ça. Et le clone, ça permet de dupliquer un élément. Donc par exemple, imaginons ici, je prends mon premier paragraphe et je veux l'insérer à la fin du conteneur. Donc hop. Ben, ici, comment je ferai? Je veux prendre le premier paragraphe. Donc je sélectionne le premier. Donc là, ben, j'y vais plus bourrin. Point clone. Et ici, cet élément, je peux le stocker dans une variable et c'est un duplicata de mon élément. Et si maintenant je l'ajoute ben, à conteneur, voilà, comme ceci, vous allez voir ce qui va se passer. Hop, mon contenu, mon contenu. En revanche, si je mets pas ce clone ici,
Donc là, le premier élément représente directement le lien par rapport au premier. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que ça append bien, mais donc ça crée pas un clone. Donc là, c'est un petit truc, on se dit c'est pas forcément utile, mais ça peut vraiment vous dépanner dans pas mal de situations. Voilà, donc ensuite au niveau, donc il y a le CSS. Donc ça, c'est ce qui permet de faire toutes les opérations liées aux attributs CSS sur les éléments. Donc c'est ce qui va vous permettre par exemple de donner un attribut CSS à la volée, bon, par exemple un background ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Donc ça fonctionne à peu près comme attribut. Donc vous mettez CSS et entre parenthèses la valeur et ça vous la propriété, ça vous retourne la valeur. Donc par exemple vous mettez CSS background et ça vous retournera tout ce qui est lié au background. Par contre vous pouvez aussi préciser des valeurs en faisant CSS entre parenthèses, par exemple background color, virgule, le nom de la couleur que vous voulez. Ensuite il y a plusieurs choses qui sont pas mal utiles. Donc position qui retourne un objet qui contient la position. Vous avez scroll top qui contient la position du scroll par rapport au haut. Donc là, encore une fois, ça correspond à des situations un peu particulières. Width et height aussi. Ensuite, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est les events et les effects. Donc après, c'est un peu plus particulier, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'Ajax et donc là, c'est plus des opérations un peu plus compliquées. Donc au niveau des events, c'est assez facile, il y en a plusieurs, et beaucoup. Donc c'est ce qui vous permet de capturer un événement. Donc vous pouvez le faire de plusieurs façons. Donc là je vais vous montrer la plus facile, et après la plus compliquée, qui est celle-là. Voilà, c'est un peu les mêmes que en JavaScript de base, donc je vous conseille de lire la description. Et typiquement, ici, je vais revenir à mon code HTML de base. Hop. Je vais revenir un peu plus tard, par contre. Voilà. Ici, je veux que quand je clique sur cet élément, je le cache. Donc, comment je fais? D'abord, je vais aller sélectionner mon élément. Donc, c'est le premier paragraphe et le span du premier paragraphe. Donc, je supprime tout. Je prends le premier paragraphe. Je prends ensuite son span. Et ensuite, dessus, je vais capturer un événement. Donc l'événement qui correspond au clic, bon, vous le devinez, mais si vous lisez la doc, vous voyez. C'est click.click. Entre parenthèses, vous mettez le nom de la fonction que vous voulez appeler. Donc vous pouvez utiliser par exemple test et après déclarer une fonction test. Vous pouvez aussi mettre ici directement function et comme ça, d'un coup, écrire votre fonction. Donc votre fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'élément, on pourrait resélectionner ça et le cacher. Donc ça serait pas forcément pratique parce que si jamais un jour j'ai envie de changer ça, il faut que je le change aussi à l'intérieur. Je peux utiliser this. Donc ça récupérera l'élément sur lequel on est en train de cliquer, .hide. Voilà. Donc là c'est un petit exemple qui vous montre comment en quelques secondes, hop, voilà, j'ai réalisé mon système. Donc après il y a plein de choses à faire, hein. Vous avez notamment KeyPress et KeyDown qui sont plutôt sympas, qui vous permettent de connaître, enfin de savoir quand est-ce qu'on appuie sur une fonction. Donc ensuite là la documentation est plus fournie, elle vous donnera comment récupérer la touche sur laquelle on appuie et tout ça. Donc là je vous conseille vraiment de lire la documentation. Ensuite, vous pouvez aussi faire d'une autre façon, c'est en utilisant le bind. Donc là, vous pouvez mettre capturer des événements comme ça. Donc là, c'est un peu suivant les goûts, hein. Moi, j'utilise pas souvent cette fonction-là, enfin ce système-là. Mais ici, par exemple, si vous voulez, vous mettez bind entre parenthèses click, virgule et le nom de la fonction à lancer, quoi. Vous mettez directement function test alerte. Voilà. Donc ça, ça correspond à des situations un peu plus précises. Par exemple, hop, voilà, on voit que ça marche. Par exemple, si vous utilisez la première méthode, il n'y aura aucun moyen de dire à un moment d'enlever cet événement, c'est-à-dire arrête d'écouter le clic sur cet élément, ça m'énerve. Là, vous pouvez le faire juste après. Si vous allez voir au niveau de la documentation, vous avez une autre fonction qui fait l'inverse, unbind. Donc ici, par exemple, voilà, ça marcherait pas, mais si j'appelle une fonction comme ça, et après si je veux arrêter cette écoute, je fais unbind.
Donc par exemple ça va être pratique si on veut capturer la première fois qu'on clique sur un élément. Voilà. Donc là, bon, je vais pas vous faire la description de tous les événements parce qu'on va pas s'en sortir, il y en a beaucoup. Et je vais vous montrer la dernière chose que je voulais vous montrer et ce qui représente vraiment, enfin un truc qui est vraiment sympa sur jQuery, c'est les effets. Donc c'est les animations que vous pouvez faire. Donc il y en a pas mal de prédéfinis. Donc je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai utilisé le show et hide, enfin le hide surtout. Donc le show ça fait l'inverse. Donc par défaut hide, qu'est-ce que ça fait? Ça cache un élément d'un coup, brutalement. Le hide et le show, non le show fait l'inverse, c'est forcément l'affiche. Donc le show fait forcément l'inverse de hide, et comme vous le devinez, ça affiche un élément. Donc l'avantage de ces fonctions, c'est qu'elles sont un peu doublées. C'est-à-dire que vous pouvez entre parenthèses préciser une valeur, et c'est une valeur qui précise la durée de l'animation en millisecondes. Donc ça c'est un détail assez important. Si vous mettez 1000, ça fait une seconde. Donc ne mettez pas 1, forcément vous ne verrez pas votre animation. Voilà. Donc ensuite vous avez toggle. Donc toggle, qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment un truc qui est plutôt pratique. Ben, si un élément est caché, ça l'affiche, et si un élément est affiché, ça le cache. En fait, ça choisit automatiquement s'il doit faire show ou hide. Donc vraiment pratique. Vous avez ensuite slide on et slide up. Donc là, c'est des éléments qui font une petite animation vers le haut ou vers le bas. Donc slide on, forcément, affiche un contenu en se déroulant vers le bas. Slide up, ben, cache un contenu en le remontant vers le haut. Et slide toggle fait la même chose que toggle, mais avec l'effet de slide. Voilà, donc en bref, si par exemple un élément est caché, ça l'affiche en slide, et sinon bah, ça le cache. Voilà. Donc ces fonctions, je vous le montre pas, mais elles peuvent prendre en deuxième paramètre, après la durée, un callback. C'est une fonction qui va s'exécuter une fois que l'animation est finie. Donc voilà. Ensuite, vous avez fade, donc là ça fait un effet d'opacité, de disparition. Vous avez fade in, fade out et fade to. Donc fade to vous permet de préciser une opacité, donc par exemple, typiquement, c'est ce que vous voyez ici. Quand je passe la souris sur un élément, bah, je fais un fade in, et quand je quitte le survol, je fais un fade to à une certaine opacité. Ensuite, vous pouvez faire vos propres animations. Donc là, hop, on va voir ça. Donc vous pouvez vous-même, parce que là, je suppose que ces animations ne suffisent pas, faire vos propres animations et animer en indiquant la propriété CSS que vous voulez animer. Donc par exemple, si vous voulez animer la largeur, ben vous faites animate. Donc je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Hop. Point animate. Ensuite, entre parenthèses, vous mettez en premier les valeurs que vous voulez modifier. Donc par exemple, ici, de toute façon, la documentation va vous donner un meilleur exemple que moi, sûrement. Voilà. Vous mettez le premier attribut. Donc par exemple, je vais animer la largeur. Width. Voilà, je veux la mettre à 1025 pixels. Voilà, j'ai mis n'importe quoi. Ensuite, alors je sais plus si c'est point virgule ou des virgules. Non, c'est des virgules. Ensuite, vous voulez animer l'opacité, vous mettez opacity. 2 points, vous mettez à 0.2. Ensuite, je sais pas, la hauteur à 20 px. Hop. Voilà, et là, vous prenez le premier paragraphe. Voilà. Imaginons, hein, c'est un exemple, et ensuite virgule, la durée 1000 secondes, 1000 millisecondes, donc ça fait 1 seconde. Voilà, bon. Voilà, ça marche, vous me faites confiance. Donc au niveau de l'animation, au-delà de ce que je vous ai montré qui est plutôt simple, il y a une petite notion qui est à comprendre, c'est le système de queue. Donc là par exemple ici, donc il précise une animation, donc il anime d'abord la largeur à 90%, il dit qu'il n'y a pas de queue, et ensuite il précise d'autres animations. Donc là toutes les animations se déclenchent en même temps. Donc vous voyez l'élément, il a mis plein de animate, donc là pas de souci. Ici, si vous ne mettez pas que à false et que vous enchaînez des animates les uns par-dessus les autres, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la première animation, la seconde, puis la troisième. Donc là, c'est pratique si vous voulez enchaîner des animations, vous mettez comme il en fait ici, sur une ligne, et pouf, tout va se passer d'un coup. Donc si vous cliquez sur animate les deux, on voit que les deux finissent en même temps. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de la première animation, il précise la durée totale de la queue.
C'est-à-dire que, par exemple, ici, si après il remet une animation, ben, l'animation va se déclencher après cette queue de 3 secondes. Donc là, c'est un peu compliqué comme ça, je vous conseille vraiment de faire des tests et d'essayer par vous-même pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la totalité de ce que j'avais à vous montrer avec jQuery. Donc j'espère vous avoir convaincu vraiment sur cette librairie, vous avoir montré comment c'était simple de développer des petits effets en JavaScript. Donc si vous avez des questions ou des petites fonctions que vous voulez apprendre à faire en JavaScript en utilisant jQuery, donc des éléments que vous avez vus sur des sites et que vous voulez apprendre, mais surtout n'hésitez pas à poster un commentaire et bon, qui sait, dans un prochain tutoriel je vous l'expliquerai.